Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr. Vous savez, le Minimac de la lettre de l'acheteur, c'est le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons tout d'abord, comme à notre habitude, un tour de l'actualité de ces derniers 15 jours, avec des articles que nous avons trouvés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Puis, exceptionnellement, nous ne recevrons pas d'invités sur notre plateau, nous ne réaliserons pas d'interview d'acteurs, d'experts du monde agricole, mais nous vous ferons part d'un article que nous avons trouvé intéressant et qui pourrait nous servir de base pour de futurs débats avec vous lors d'émissions spéciales que vous connaissez, notamment Venez, on va s'expliquer, émission que l'on veut le plus interactive possible et qui devrait vous permettre de nous envoyer des questions suite à cet article que l'on souhaite partager avec vous. À la suite de cette nouvelle ambiance, de cette nouvelle approche, nous clôturons cette édition avec Mathieu Driol. Mathieu Driol qui, comme vous le savez, est analyste senior chez Day by Day, qui nous présentera comme il a l'habitude de le faire tous les 15 jours, sa commo du jour. Voilà, donc en ouverture de notre mini-mag, il est désormais l'heure d'aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Le Conseil international des céréales a revu à la baisse ses prévisions concernant la production mondiale de céréales, blé et céréales secondaires dans une note publiée le 16 février dernier. Elle est désormais estimée à 2248 millions de tonnes en 2022-2023, en recul de 8 millions de tonnes par rapport aux premières estimations du 12 janvier 2023. La baisse de la production de maïs de 67 millions de tonnes sur un an est à l'origine de ce repli. A contrario, la récolte de blé est attendue en hausse de 15 millions de tonnes par rapport à l'année précédente. S'il en est de même pour l'orge et l'avoine, cela ne suffit pas à compenser les baisses de récolte de maïs et de sorgho. Quant au soja, la production mondiale en 2022-2023 devrait elle augmenter de 6% en glissement annuel pour atteindre des sommets. La Chine élargira encore la portée de son essai d'application industrielle de maïs et de soja génétiquement modifié, a annoncé mardi dernier le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. La semaine dernière, Reuters a rapporté que la Chine planterait probablement 4 millions de MU, 267 000 hectares ou 660 000 acres de souches de maïs génétiquement modifiées cette année dans le cadre d'un essai à grande échelle citant deux sources de l'industrie connaissant les plans. La Chine étudie les cultures vivrières génétiquement modifiées depuis des décennies, mais n'a pas approuvé leur commercialisation en raison de son opposition à la technologie. Cependant, leur utilisation a été de plus en plus soutenue par le gouvernement central dans le cadre d'une campagne nationale pour une plus grande autosuffisance dans les principaux approvisionnements alimentaires du pays. Les champs de maïs de la Chine ne produisent en moyenne qu'environ 60% de maïs, en plus que le principal producteur américain, où le maïs génétiquement modifié représente plus de 90% de la récolte. En plus de laisser des cultures génétiquement modifiées, la Chine stabilisera la superficie de soja par tous les moyens disponibles, a indiqué le même ministère. Dans son dernier bilan, FranceAgriMer a finalement révisé à la baisse de 150 000 tonnes le potentiel d'export français de blé tendre vers les pays tiers à 10,45 millions de tonnes contre 8,8 millions de tonnes la saison dernière. Les exportations intracommunautaires ont également été réduites de 50 000 tonnes à 5,6 millions de tonnes, tandis que la consommation intérieure n'a été relevée que de 55 000 tonnes à 14,32 millions de tonnes. Le stock de fin de campagne est par conséquent remonté de 130 000 tonnes à 2,46 millions de tonnes contre 2,78 millions de tonnes en 2022. Cette correction s'explique par la baisse de l'activité à l'export observée vers la Chine et le Maghreb du fait de la meilleure compétitivité des blés tendres de la mer Noire. En effet, les blés de la mer Noire concurrencent les blés français en Algérie en raison de leur prix très compétitif. Nous allons marquer une courte page de publicité. Juste après, nous vous ferons part de cet article dont je vous parlais en introduction, un article que nous avons trouvé chez Reuters. À tout de suite sur Téléfinance. La crise énergétique en Europe est-elle terminée? C'est la question que nous sommes en droit de nous poser depuis que les prix du gaz naturel sur le marché TTF s'est établi à 48,90 € et ce après avoir frôlé les 350 € l'été dernier. Mais tout est une question de point de vue puisque si nous prenons de la hauteur, nous remarquerions qu'avant l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes, le prix avait rarement dépassé les 35 €. Comment expliquer cette situation? La baisse de la demande est-elle l'unique facteur explicatif? Les mesures d'économie mises en place par les industriels et les ménages auraient donc porté leurs fruits
fruits. Toujours est-il que l'Europe semble avoir évité une crise énergétique majeure, mais alors comment expliquer que les niveaux de stock de gaz qui sont en moyenne remplis à 65% dans l'Union européenne soient encore à 80%? Les prix du gaz ont donc chuté vendredi dernier, 17 février 2023, à leur plus bas niveau depuis 18 mois pour le gaz européen, depuis près de 2 ans et demi pour le gaz américain, tandis que les cours du pétrole ont reculé. Les craintes de pénurie au plus fort de l'hiver, causées par le rôle crucial de la Russie comme fournisseur de l'Europe alors que Moscou a été sanctionné par l'Occident après l'invasion de l'Ukraine, se sont donc estompées. Comment expliquer cette chute de la demande et par ricochet celle des prix? Plusieurs facteurs l'expliquent: les mesures d'économie d'énergie adoptées par les agents économiques, les conditions météorologiques clémentes par rapport à la moyenne et le niveau élevé des remplissages de stocks, puisque selon Gaz Infrastructure Europe, les stocks européens étaient remplis à un peu plus de 80% début janvier, contre 47% en janvier 2022 et 65% en moyenne au cours des 12 dernières années. C'est donc tout l'objet de cet article que nous vous mettons en avant, puisque finalement nous comprenons, quand nous superposons ces deux courbes, eh bien, que le remplissage des cuves stratégiques européennes de gaz, eh bien, c'est fait au moment où les prix sur le marché TTF explosaient. Du coup, qu'en est-il aujourd'hui, puisque la demande a été freinée, la demande est inférieure de 20% grâce aux économies réalisées par les agents économiques. Du coup, pourquoi est-ce que finalement ce surplus de gaz ne vient pas alimenter le marché et par conséquent baisser la facture des ménages? Eh bien, c'est toute la question que pose cet article. Est-ce que finalement, eh bien, ce ne serait pas la faute des acheteurs de gaz qui ont donc acheté ce gaz à 350 € et qui finalement aujourd'hui ne veulent pas le vendre puisqu'il a atteint 50 € sur le marché financier? Dès lors, qu'en faire? Eh bien, c'est une des questions qu'on peut se poser. Est-ce que volontairement ils ne le mettent pas sur le marché pour faire travailler leur rentabilité, ou bien au contraire, est-ce que tout ceci est extrêmement intelligent dans la mesure où finalement le remplissage de nos cuves qui devrait se faire cet été en anticipation d'un hiver rigoureux en 2023, eh bien, ce taux de remplissage un peu plus élevé que d'habitude ne permettrait-il pas de conserver ces niveaux pour ne pas avoir à l'acheter plus tard à des prix exorbitants? Voilà, c'est toute la question que nous on se pose. Du coup, si vous avez des réponses, si vous souhaitez étayer ce propos-là, eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube, et nous tâcherons d'y répondre lors d'une prochaine émission. Je vois qu'en régie, on est un peu perdu, c'est pas grave, c'est une première. Du coup, par la force des choses, on attend que vous reveniez vers nous pour voir dans quelle mesure ces questions sont les vôtres. Voilà, on marque une rapide courte page de publicité et nous on se retrouve juste après avec la commode du jour et Mathieu Driol. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 24 février du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le Minimac dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Il est l'heure désormais de retrouver l'inénarrable, l'incontournable Mathieu Driol, Mathieu analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Mathieu d'être avec nous ce matin. On vous retrouve régulièrement dans notre live de TV Finance et tous les 15 jours dans ce Minimac dédié au monde des matières premières agricoles pour une analyse technique et faire un peu de prospective sur les matières premières agricoles. On va commencer avec le soybean, le soja qui pourrait bénéficier de la réduction de la production en Argentine. L'Argentine qui est le troisième exportateur mondial. Du coup, est-ce que ça se traduit dans les cours? Est-ce qu'on voit des cours qui potentiellement se dirigent vers le haut, Mathieu? Alors, petite précision, c'est l'huile de soja, c'est le soybean oil, ce que vous voyez à l'écran. Et graphiquement, en tout cas, l'huile de soja travaille depuis plusieurs mois maintenant une zone de résistance, une zone de support particulièrement forte entre 58,80 et 55,30. Cette zone, elle est renforcée par le ratio de retracement de 50% de l'ensemble de l'impulsion haussière entre 2020 et 2022. Elle est bientôt renforcée aussi par la moyenne mobile à 200 périodes ascendantes.
Et c'est probablement cela que l'on attend. En fait, les cours ont corrigé, ont fait une première patte de correction pendant l'été, l'été dernier en juillet. Le support majeur a joué son rôle, a fait revenir des acheteurs, un premier rebond vers 74,50 et puis une nouvelle phase de consolidation. En fait, les cours sont en phase de digestion de l'impulsion haussière précédente. Alors, ça veut dire quoi? Plusieurs choses. Déjà, premièrement, c'est que l'élément technique qui domine, c'est toujours cette grande phase d'impulsion. Elle n'a pas été invalidée, elle reste le facteur technique dominant à moyen-long terme. Deuxième élément, la phase de consolidation actuelle, elle n'est pas terminée non plus. On n'a pas réussi à enfoncer le support, donc à valider l'impulsion, on n'a pas réussi à franchir de résistance. Le niveau fort du graphique pour relancer la tendance, c'est maintenant 74,51. À plus court terme, qu'est-ce que l'on voit? Qu'on est en train de définir un range un petit peu plus petit, entre 58,80 et grosso modo 67 €, le sommet des dernières semaines. On a testé le bas de l'intervalle. A priori, on doit rejoindre le haut de l'intervalle. Si on rejoint le haut de l'intervalle au vu de l'impulsion haussière de 2020, qui est le facteur technique dominant, on est censé à terme la déborder. Si on la déborde, c'est qu'on retourne vers le haut, à 74,51. Si on retourne vers le haut, on est censé le déborder pour retourner sur les sommets. Donc c'est un petit peu un jeu de poupée russe. À l'heure actuelle, sur l'huile de soja, on est plutôt sur une bad range, on est plutôt sur une zone qui techniquement devrait suggérer des achats à moyen long terme, bien sûr. À plus court terme, c'est un peu plus mou. On peut reprendre peut-être 2-3 unités pour aller chercher le haut du range de la consolidation de court terme. Mais pour l'instant, on est un petit peu en manque de signaux, en manque de relais. On a quelque chose de long terme haussier, mais à court terme, c'est un peu moins dynamique. Ok, très clair. Donc une configuration poupée gigogne sur l'huile de soja. Alors, je me suis qu'à moitié trompé, puisque le soja peut faire office de soutien, parfois fait office de soutien au cours de l'huile de soja. Donc voilà. Mécaniquement, effectivement, s'il y a moins de soja produit, il y a moins d'huile. Forcément. Donc voilà. Du coup, Mathieu, on va poursuivre votre commo du jour avec le cacao. Le cacao, oui, qui consolide lui aussi, j'ai l'impression. Qui consolide, mais qui semble être sur le point de faire quelque chose. C'est ce qui m'a intéressé dans ce graphique-là. Alors effectivement, le cacao, si on prend un petit peu de recul, on a ce très très large plat depuis plusieurs années. On pourrait mettre ça à janvier 2019. Mais enfin, si on prend plus de recul, avant, c'était pas tellement mieux. On a un support fort à 1565, et puis on avait un haut d'intervalle d'évolution entre 2000 et 2070. Ça dépendait des échéances, des tests de ce niveau. On a vraiment une zone que l'on a travaillé à de très nombreuses reprises. Sauf que depuis le début d'année 2022, on a testé le bas de l'intervalle et surtout on a réussi à franchir un niveau qui était assez important aux alentours des 1880. C'était un précédent sommet manifeste et c'est surtout redevenu un support. Donc on a une polarité et en analyse technique, en tout cas moi j'aime bien les polarités, ça m'indique, c'est un signal précurseur qu'il y a un mouvement sous-jacent qui est en phase de construction. Donc ici un mouvement sous-jacent qui serait plutôt haussier. Donc ça m'amène à chercher des configurations qui pourraient me dire tiens, peut-être qu'on va sortir par le haut de ce très large intervalle. Et effectivement, si on sort par le haut d'un large intervalle d'évolution à moyen terme, c'est a priori pour déclencher un mouvement qui pourrait être dynamique, ce qui changerait un petit peu sur le cacao qui est assez léthargique en fait depuis plusieurs années. Si on se rapproche un petit peu, on a un triangle symétrique qui est en phase de construction et les cours essayent depuis 2 semaines d'en sortir par le haut. Alors on a des petites forces de rappel, en témoignent les mèches hautes constatées sur les 2 dernières bougies. Ça veut dire quoi? Que les vendeurs ils n'ont pas encore lâché l'affaire. Attention, parce que le sens de la pression elle est haussière et puis le jour où effectivement ils lâcheront tout ça, on a un risque d'une très nette accélération vers les résistances à 2328, 2514 et 2625. Je me méfie parce que quand on sort par le haut d'une large consolidation comme ça et qu'en plus on a une petite figure
intéressante sous la résistance. Mais le risque ici, c'est d'avoir un franc mouvement haussier. Théoriquement, la résistance à 2625, on est censé l'atteindre au bout de plusieurs mois, voire même ça peut prendre un an, hein, puisqu'on sort de quelque chose qui est très long. Sauf qu'on sait très bien que quand les matières premières, elles commencent à décaler pour des raisons exogènes que l'on connaîtra a posteriori, hein, bien sûr, ça peut être très 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 violent. Donc méfiance sur la vitesse. Méfiant sur la vitesse, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, si on est acheteur sur le cacao... Alors, c'est une bonne nouvelle si on a du cacao à vendre. Si on a du cacao à acheter, peut-être qu'il faudrait se dépêcher de le faire. Tout à fait, exactement. C'est le principe fondamental des marchés financiers. Donc, Mathieu, l'esthète de la polarité qui reste quand même méfiant sur le cacao. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Drillol, analyste senior chez Day by Day, qui est avec nous tous les 15 jours pour analyser graphiquement, techniquement les principales matières premières agricoles. Voilà, cette édition du 24 février est désormais terminée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition de ce Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. D'ici là, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et un très bon week-end sur Téléfinance. Au revoir.